Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous savoir ce soir, nombreux à regarder la soirée de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal 2 Info. Au sommaire de l'actualité ce soir, cet exploit de la force multinationale dans la partie septentrionale du Cameroun face à la secte islamiste et radicale Boko Haram. Près de 100 djihadistes tués et près de 900 otages libérés. C'est donc le bilan de cet assaut mené par cette force multinationale dans la partie septentrionale du Cameroun et voire même au nord-est du Nigeria. Nous parlons aussi ce soir de ces attentats de Paris avec 3 mosquées qui ont été fermées. L'information a été rendue publique cet après-midi par le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve, toujours s'agissant bien évidemment des attaques de Paris. Le Parlement britannique devrait se prononcer dans les toutes prochaines heures pour bien évidemment donner un avis favorable à la proposition de David Cameron d'appuyer les efforts de la France pour ce qui est des frappes en Syrie. Nous parlerons aussi de la Libye et du terrorisme avec cette association des pays limitrophes de la Libye qui voudrait désormais mettre une synergie d'action commune pour essayer de faire face donc contre le terrorisme. Et Facebook nous intéresse avec bien évidemment son fondateur Mark Zuckerberg qui a donc décidé aujourd'hui de donner pratiquement 89% de ses actions pour une fondation. Ça sera donc là le côté Internet ou réseau social pour ce qui est donc de cette soirée de l'information. Et tout de suite, Elie Smith, bonsoir. Bonsoir Louis Roger. Alors ça fait plaisir de vous retrouver encore ce soir pour essayer de développer certains points de l'actualité. Exactement, c'est un plaisir pour moi et pour toute l'équipe. Alors Guy Fondop, journaliste à Ouest Littoral, qui est dirigé par Benjamin Zébazé. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Louis Roger Noadieu, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Voilà, oui. Il faudrait vraiment dire que vous passez également des moments à la radio. S'il y a eu ce petit tic, c'est parce que vous êtes également tous les matins à la radio. Oui, bien entendu, je suis tous les matins sur Radio RTM où j'anime un talk politique entre 10h et midi. C'est exactement pour cela. Voilà. Oui. Alors, on va aller tout de suite avec cette information aussi importante pour ce qui est de l'économie chinoise, avec sa monnaie qui, aujourd'hui, peut être comparée aux autres monnaies, pour utiliser l'expression assez simple. Alors, vous, c'est un sujet qui vous passionne, la monnaie. Alors, comment comprendre aujourd'hui le fait que le yuan puisse être au même titre que le dollar, que l'euro? Il faut dire que c'est une très grande nouvelle, Louis Roger Noadieu, pour les économies africaines qui aujourd'hui voudraient se lancer dans la dynamique de la création monétaire. C'est une situation qui est véritablement à notre avantage, je dirais quelqu'un, parce que permettez à un moment donné que je sois un peu militant, la Chine désormais dans le panier de référence du Fonds monétaire international, cela voudrait dire que désormais on pourrait exprimer notre monnaie ou alors nos monnaies, les monnaies que les pays africains vont créer à travers la monnaie chinoise. C'est parfois c'était notre plus grande peur jusqu'ici parce que on se voyait bien parti dans la dynamique de la création monétaire, mais sauf qu'on se demandait comment est-ce que la parité allait se faire au niveau international, quelle monnaie allait accepter que nous puissions exprimer la valeur de nos monnaies à travers la sienne. C'était très compliqué, mais le Fonds monétaire international vient, peut-être même sans le savoir, de nous trouver la solution parce que la Chine est le premier partenaire économique de pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. Donc à partir de là, on a des points de convergence beaucoup plus adaptés qu'avec l'Union européenne et l'euro qui jusqu'ici était notre monnaie, la monnaie à travers laquelle notre monnaie s'exprimait au niveau international. Donc Louis Roger Noadieu, pour être un peu court,
Il faut dire que c'est une très très grande nouvelle. D'ailleurs, ce matin encore, j'en discutais avec l'économiste, le docteur Edimo, qui lui aussi a tenu à passer, jubilé avec moi donc cette belle nouvelle, voilà, qui vient tout simplement rassurer les pays africains qui voudraient voilà, se lancer dans la création monétaire, parce que désormais c'est possible avec le yuan dans le panier de réserve du Fonds monétaire international. Alors, Elie Smith, les questions monétaires sont des questions parfois très complexes et il faut utiliser parfois des mots juste pour amener les uns et les autres à comprendre. Alors, lorsqu'on nous fait savoir aujourd'hui que le yuan se trouve, n'est-ce pas, dans ce panier de référence du Fonds monétaire international, ça veut dire quoi, vous qui êtes habitué des questions économiques? Non, ça veut dire simple, pour dire très simple, c'est que sur le plan international, il y a certaines sommes, il y a une certaine monnaie qui sont utilisées, qui sont convertibles ou acceptées d'une manière internationale comme monnaie d'échange. Par exemple, il y a le livre sterling, il y a le dollar, l'euro, le yuan japonais. Donc maintenant, on vient aussi de mettre la monnaie d'une économie majeure, c'est la deuxième économie mondiale, et que c'était quand même une injustice qu'elle ne figure pas dans ce panier. Mais je m'inscris un peu en faux en pensant que tout simplement parce que le renminbi ou le yuan chinois est maintenant comme monnaie acceptable dans le panier des monnaies internationales, ça fera changer ou tirer l'économie des pays africains, en particulier ceux qui sont dans la zone CFA. Je dis non. Je pense que la monnaie a beaucoup de facteurs. Si aujourd'hui, on a accepté le yuan dans le panier des monnaies internationales, c'est tout simplement en vue du poids économique chinois. Simple, il n'y a pas de miracle. Maintenant, pour les autres pays africains, pour que ça soit comme ça soit un peu comme le yuan, en particulier par exemple le franc CFA, il faudra aussi que nous ayons des économies aussi fortes. Et pour le moment, nous n'avions pas d'économie forte. Deuxièmement, pour qu'une monnaie devienne une monnaie forte, je ne sais pas où, devienne internationale, il faut des politiques monétaires claires. D'abord, la stabilité monétaire, la stabilité de ces pays respectifs. Deux, la politique économique et monétaire de ces pays respectifs. Et les pays de la zone CFA, ils n'en ont pas. Deuxièmement, le fait que le yuan existe, ça ne veut pas dire que parce que l'Afrique, la Chine est le premier partenaire des pays africains, ça veut dire qu'une fois que c'est arrivé, ça va nous désaffranchir. Il faut savoir toujours que le franc CFA, utilisé par 14 ou 16 pays africains, est toujours arrimé à l'euro. Voilà. Alors, Guy Fondorf, tu voulais réagir à tout prix? Oui, très rapidement, parce qu'il faut bien dire que je travaille sur la question en tant que journaliste, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, et dire que Elie Smith a dit quelque chose que je ne pourrais accepter. Vous avez le droit. Il faut dire, parce que c'est très important que nous puissions le dire à nos téléspectateurs, une monnaie est censée créer. La création monétaire précède le développement économique et non le contraire. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans la création monétaire, c'est parce que vous voulez donner à vos concitoyens l'accès au crédit, vous voulez donner à l'État cet outil incroyable qui est ce qu'on appelle la politique monétaire à travers les taux d'intérêt. Vous voulez absolument tirer sur une corde pour permettre voilà, une certaine stimulation de la production et donc atteindre une économie tout à fait glorieuse par la suite et donc accéder à ce qu'on appelle voilà, la reconnaissance internationale à travers la stimulation de vos forces de production. Ce n'est jamais le contraire. Il faut dire que le yuan chinois, aujourd'hui, dans le panier de référence, cela est tout simplement la matérialisation de dizaines d'années d'efforts. Parce que dès le départ, cette monnaie n'était pas une monnaie de référence. Non, ils ont commencé avec le yuan comme étant tout simplement un outil qui permettait aux Chinois d'avoir accès à des moyens de production. C'est-à-dire qu'on empruntait, l'État avait créé cette monnaie sans aucune véritable reconnaissance dès le départ au niveau international, et puis utilisait cette monnaie d'abord uniquement à l'intérieur de la Chine pour stimuler ses capacités de production. Aujourd'hui, sa production a atteint un pic, le développement est réel, et donc elle peut déjà en jouir au niveau international à travers cette possibilité que lui donne aujourd'hui le Fonds monétaire international d'être dans le panier de réserve. Et d'ailleurs, il faut même expliquer comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans ce qu'on appelle le panier de réserve. Vous vous retrouvez dans le panier de réserve quand vous êtes capable de déposer un certain nombre voilà, de fonds de réserve au sein de ce panier-là dans les autres monnaies. Parce qu'il faut bien le dire, lui, Roger Noidieu, c'est très important. Alors, je vais aller vraiment pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Je veux intégrer le panier de référence qui est un panier qui comporte 5 monnaies. Il faudrait que j'apporte ces monnaies-là
quantité par quantité et que je vienne donc déposer ces équivalences dans le panier afin moi-même d'intégrer le panier. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'un voyageur qui arrive en Chine, qui prend le yuan, peut, se retrouvant sur la place internationale, changer le yuan à travers toutes les monnaies du panier de référence. C'est pour cela qu'on dit d'ailleurs que le yuan est devenu ce qu'on appelle une monnaie convertible. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour une monnaie comme le franc CFA, parce que quand vous voulez demander une autre monnaie avec le franc CFA, vous commencez d'abord par demander l'euro, parce que le franc CFA exprimé d'abord au départ à travers le franc français est maintenant exprimé dans l'euro. Alors, revenons maintenant sur ce point que je considère comme tout simplement épineux, celui de dire qu'il faudrait d'abord que nous ayons une certaine performance économique avant de créer la monnaie. C'est inacceptable parce que la monnaie est le facteur qui va venir déclencher le processus d'industrialisation de nos pays à travers l'accès au crédit. Je prends un exemple simple. S'il vous plaît, si vous permettez. Je prends un exemple simple. Nous sommes dans un pays où, par exemple, on a besoin de stimuler le développement du secteur des infrastructures. Nous avons déjà du ciment que nous produisons localement, nous avons du gravier qu'on peut utiliser pour bitumer les routes, nous avons la main-d'œuvre qui est sur place, mais il n'y a une chose qui nous manque, c'est qu'il n'y a pas... Nos forces de production n'ont pas de crédit pour commencer. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'État joue directement sur son taux directeur à travers la banque centrale, baisse le taux directeur. Les banques commerciales, par la suite, qui sont les relais, vont aussi baisser leur taux d'intérêt. Et par la suite, les populations vont aller emprunter massivement, puisque l'État va même d'ailleurs l'exiger à travers d'autres politiques. Et donc, les gens vont rentrer en possession, les petits investisseurs vont rentrer en possession de ces sommes, et par la suite, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont tout simplement mettre en œuvre, mobiliser toutes nos capacités, mobiliser nos ressources naturelles et nos capacités de production pour nous donner des infrastructures qui vont nous permettre de sortir nos productions des forêts, et par la suite de lancer notre agro-industrie. Et après, la prospérité économique arrive et on va maintenant au niveau international pour chercher ce qu'on appelle la convertibilité. Ce n'est jamais le contraire. C'est que Elie Smith ne va pas va revenir certainement dessus, en attendant bien évidemment que l'on relance le débat d'ailleurs. Alors Elie, il a essayé, n'est-ce pas, de prouver le contraire de ce que vous avez dit, mais quelque part, il y a quand même des points de similitude. On commence par où? Est-ce qu'on peut aujourd'hui commencer avec sa monnaie au fur et à mesure que l'on sent peut-être que on a son tissu économique qui se développe, on peut aller maintenant, comme il dit, sur le marché international. Où ça se passe? Comment? On commence par où? Bon, premièrement, il y a un certain nombre d'inexactitudes que M. Fondorp a dit. Je remets ça sur le plan. Il a dit que je le laisse être un peu militant. Quand les téléspectateurs ont suivi ça et je l'en concède. Écoutez, une monnaie, ce n'est pas des blagues. D'abord, vous avez dit quelque chose qui est vraiment incongru ici tout à l'heure en disant que la monnaie permet au développement, qui est archi faux. Le Nigeria n'est pas développé. Monsieur Smith, faites très attension. Non, oui. Non. Je vous laisse. Je crois que vous êtes un peu populiste. Vous dites ce que vous dites là-bas et la réalité c'est autre. Une monnaie, si tu crées une monnaie, ce n'est pas synonyme au développement. Quand j'entends là, je crée ma monnaie, je vais baisser le taux de directeur, et puis, non, ça veut dire que je comprends, ça va devenir comme le Zaïre ou le Zimbabwe ou le Venezuela. Pas du tout. Deuxièmement, attendez. Je prendrai toute la parole tout à l'heure avec votre permission. Non, je vais laisser, non, attendez, non. Laissez qu'il aille que... Non, Monsieur Smith est en train de poser, oui, s'il vous plaît, je m'arrête un instant pour dire tout simplement, pour ne pas louper ce point, lui, Roger Noadieu, il faut dire que Monsieur Smith est en train de poser le problème de la discipline financière qui est un garant, qui est tout simplement le garant du développement d'une monnaie. Si vous n'avez pas de discipline financière, vous ne pouvez pas être capable de soutenir une monnaie. Mais ce sont des éléments qui peuvent se gérer, M. Smith. Voilà. Rapidement, je vais en conclure dessus. Deuxièmement, pour que la Chine, il y a un truc très simple, comment je peux dire, empirique, pour que la Chine, la monnaie chinoise, devienne aujourd'hui dans le panier des monnaies internationales comme le livre sterling ou le dollar, c'est simple, c'est la performance économique chinoise. Point. Comme le poids économique chinois est devenu fort, c'est incontournable dans le monde, on ne peut rien, c'est y entrer. Le jour où les pays africains, d'abord il y a un autre pays, ce que vous ne savez pas, l'Afrique du Sud, le rang est convertible. Mais elle n'est pas, attention, elle est convertible, mais elle n'est pas dans le panier des monnaies internationaux.
Pourquoi? Ça pousse tout c'est simple. On peut voir parce que le poids économique de la Chine aujourd'hui a obligé. Mais de l'autre côté, ce que vous ne voulez pas savoir, ou peut-être vous le saviez très bien, que je voudrais, pour en conclure sur cette affaire, est ceci. Le fait que la monnaie chinoise devient maintenant une monnaie convertible ou dans le panier des 5 monnaies de référence mondiale. Le yuan n'y est pas, il faut le préciser, oui. Je veux dire, la monnaie chinoise, le rang. Non, je n'ai pas. Non, j'ai dit que le rand est convertible, mais n'est pas dans les monnaies de référence. Nous parlons de monnaie de référence. Non, attendez, non, je voulais vous donner. Non, laissez-moi vous parler. Quand vous parlez, on laisse les autres parler. Je voulais vous dire que la Chine est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est en vue de la puissance économique de la Chine. Elle est d'abord deuxième économie mondiale. On ne peut pas en refuser. Sa monnaie est utilisée partout. D'ailleurs, avant de le faire... Est-ce qu'elle a attendu d'être deuxième économie mondiale pour créer sa monnaie, la Chine? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'engager nos pays dans la dynamique de la création monétaire. Là, c'est pas le... Non, je pense que vous êtes hors jeu. Vous êtes un peu passionné, vous êtes militant, je vous comprends et je vous le conseille. C'est peut-être de mon âge aussi. Oui. Non, il n'y a pas de problème de l'âge. Hein. Vous pouvez, ici, il y a eu les gens, il y a 24 ans, ils étaient déjà des présidents. Donc, je voulais conclure en disant que la Chine, la monnaie chinoise qui est dans les monnaies référentes aujourd'hui, est simplement parce que, vu le poids économique chinoise. Et deuxièmement, ça serait aussi une bonne chose. Ça fera maintenant que l'économie chinoise, la monnaie chinoise, va être sera évalué selon la manière que l'économie est en train d'être performante. Donc, on aura un moment où le yuan va s'évaluer, à un autre moment, le yuan va se dévaluer, et puis l'intervention du gouvernement chinois dans la monnaie, la manipulation de la monnaie chinoise va changer. En un mot, la Chine commence à être une économie mondialisée et moderne. Les autres détails là, et deuxième point en conclure, hein, l'industrialisation, créer ta monnaie ne va pas te faire devenir industriel. Alors, bon, on va finir parce que je pense qu'il y aura un débat économique que vous allez organiser dans les tout prochains jours pour vous donner assez de temps entre spécialistes de vous faire comprendre et chacun en fonction de ses arguments. Je pense que on va donner la parole, le temps peut-être d'accueillir Patrick Christian d'abord avant de revenir à vous plus tard. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Alors, tout à l'heure, Eli Smith, mon grand frère Eli Smith, a posé le problème de la dévaluation du yuan en disant que, parce qu'il faut rappeler que quand on est... je n'ai pas parlé de dévaluation, j'ai dit l'appréciation du yuan ou la dévaluation du yuan. Bien entendu, la fluctuation. Voilà. Alors, quand on parle de d'évaluation ou d'appréciation, voilà, ici, c'est beaucoup plus fort parce que nous sommes dans ce qu'on appelle, dans ce panier de référence, on est dans ce qu'on appelle la flottaison. La flottaison, c'est-à-dire que là-bas, ça se joue tous les soirs. Mais c'est normal, quand une monnaie flotte, oui, ça peut apprécier ou déprécier. Permettez que j'y arrive. S'il vous plaît, oui. Vous jouez sur les mots. Ça se joue tous les soirs. Ça se joue tous les soirs et donc il y a un risque. Le risque ici pour la Chine serait de voir sa monnaie beaucoup trop appréciée et donc de venir plomber par la suite sa compétitivité. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La Chine a déjà mis sur pied un mécanisme pour maintenir la valeur du yuan faible. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Elle est aujourd'hui le premier détenteur des bons du Trésor américain, le premier détenteur des dettes souveraines d'un pays comme la France, etc. Bref, c'est ce qu'elle fait. Sur les marchés financiers, elle ravage ces outils-là qu'elle utilise par la suite dans un mécanisme que je ne pourrais pas décrire ici parce que nous n'avons pas le temps pour maintenir sa monnaie basse. Donc c'est pour dire que pour ce qui sera de la stabilité de cette monnaie-là, eh bien elle est garantie parce qu'il y a déjà un mécanisme qui fonctionne depuis 15 ans au moins là-dessus. Et maintenant pour parler, je réagis sur quelques points. Rapidement parce qu'on a passé le temps. Sur la question lui Roger, sur la question maintenant des convergences économiques, il faut dire que nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui un pays qui davantage nous expose. Nous avons des points de convergence économique davantage avec un pays comme la Chine qu'avec l'Union européenne. Le problème avec le franc CFA, c'est que c'est une monnaie qui est beaucoup trop régulée et une monnaie qui ne nous permet pas d'avoir accès au crédit. Alors qu'avec le yuan chinois, eh bien aujourd'hui, on peut avoir une monnaie avec une valeur faible, une monnaie donc qui va nous mettre au travail, nous permettre de stimuler plutôt nos capacités de production et aussi nous rendre compétitifs au niveau international, comme c'est le cas en ce moment avec la Chine. Exactement, oui. Alors, je pense qu'on va organiser dans le tout prochain jour d'autres échanges pour davantage comprendre
cette position, alors cette place qu'occupe aujourd'hui cette monnaie par rapport aux autres monnaies, ça fera l'objet d'une véritable émission. Et surtout, c'est pas pour de la parole, et surtout permettre, n'est-ce pas, d'établir une différence fondamentale sur le poids ou alors sur la place de chaque monnaie, n'est-ce pas, sur le marché, dans le marché économique. Alors, Patrick Christian Dobos, c'est également un sujet qui vous intéresse. Vous êtes un spécialiste sur les questions de finances. Et aujourd'hui, le yuan qui se trouve n'est-ce pas, dans ce panier de référence du Fonds monétaire international. Vous avez suivi les échanges des échanges entre Eli Smith et Guy Fondop. Alors, vous vous situez à quel niveau? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui peut être remis en cause pour davantage comprendre cette entrée du yuan? Oui, bonsoir les Roger, bonsoir Guy et bonsoir nos téléspectateurs. Bonsoir Patrick. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut dire que c'est une bonne chose que la Chine soit dans ce panier de référence. Et peut-être qu'on va même dire que cela a trop tardé. Et puis, pour ne pas être long, il faut surtout se dire que c'est le travail et la bonne santé de l'économie chinoise qui amène et force même la Chine à se retrouver à travers son yuan dans ce panier de référence. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des éléments de décision politique lorsqu'on fait une acceptation comme celle-là. Parce que pendant longtemps, il faut quand même reconnaître que la Chine a été boudée à travers sa monnaie. Et la Chine elle-même n'a pas voulu arrimer sa monnaie sans avoir la capacité ou bien la certitude qu'elle maîtrisait les fluctuations qui très souvent ne dépendent plus des pays qui réussissent à être convertibles dans ce panier-là. Donc, il me semble quand même que pour le cas de l'Afrique centrale, j'ai entendu évoquer ici la capacité ou alors l'alternative que le franc CFA aurait à travers le yuan du fait de cette convertibilité. Mais non, on ne peut pas imaginer ça d'emblée comme ça, parce que le franc CFA, c'est une monnaie qui est aujourd'hui arrimée à l'euro avec d'autres contingences politiques antérieures et historiques. Donc cela ne va pas s'évacuer d'un seul revers de la main comme ça là. Donc il y a d'autres critères qui rentrent dans la considération d'une monnaie. Et j'entends surtout dire que c'est vrai que la monnaie peut donner une certaine indépendance à une économie, c'est vrai que la monnaie peut donner une certaine indépendance à une vision politique, mais il faut surtout dire qu'une monnaie qui ne s'assoit pas sur la solidité et la structuration d'une économie viable est une monnaie qui est vouée à l'échec. Et aujourd'hui, on a vu que le Nigeria a dû faire des tranchées solides pour que le Naira, qui était volatile à un moment donné, ne le soit pas. C'est la bonne santé de l'économie du Nigeria aujourd'hui qui redonne au Naira une certaine, on va dire une certaine perception, une certaine solidité. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est vrai que la monnaie peut participer à donner davantage une certaine indépendance à un circuit économique, à une structuration économique dans un pays. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est surtout la santé économique d'un pays qui permet à sa monnaie de faire face ou bien alors de s'imposer sur la scène internationale. D'abord la santé économique, et puis nous ne sommes pas dans un contexte en Afrique centrale où on est en train de créer une monnaie sans avoir des antécédents, sans une structuration économique qui est déjà liée à une certaine forme de fonctionnement. Donc on ne peut pas s'imaginer que le cas de figure aujourd'hui d'un basculement vers, on va dire, le yuan, hein, et encore qu'on a un certain nombre d'engagements qui datent et qui ont encore des années devant. Donc si aujourd'hui l'Afrique, avec son franc CFA, voudrait trouver une certaine autonomie, une certaine indépendance, ça n'est pas parce que le yuan est convertible que ça va être une alternative aussi facile que ça. Et après, la Chine a d'autres éléments de fluctuation qu'il va falloir maîtriser. Donc dans cette situation-là, il me semble que la prudence est encore de mise. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on a des alternatives, mais des alternatives qui, elles aussi, ont des exigences. La Chine est peut-être une médaille avec son yuan, mais chaque médaille a son revers. Chaque médaille a son revers. Merci Patrick Christian. D'abord, on aura une opportunité pour parler davantage de cette question monétaire. Et ce soir, sur Presse Valentine, hein, c'est la soirée de l'information qui s'anime un tout petit peu avec, bien évidemment, l'entrée du yuan dans le panier de la réserve du Fonds monétaire international. Je comprends que c'est un sujet qui développe beaucoup de passion et c'est un sujet aussi assez intéressant pour permettre à nos téléspectateurs davantage de comprendre ce qui se passe. Alors, on va tout de suite parler du Cameroun avec cet exploit de la force multinationale qui a réussi à mettre hors d'état de nuit 100 assaillants de Boko Haram et de libérer pratiquement 900
otages. Alors, c'est quand même un très grand espoir, Patrick Christian d'abord. Oui, oui, il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir, surtout quand on a une triste nouvelle d'un autre attentat encore du côté de Ouaza, après celui d'il y a 2 jours environ. Donc, on peut dire que cette force multinationale qui était attendue commence déjà à prendre la mesure, n'est-ce pas, de sa mission. Est-ce que c'est la saison sèche qui arrive, qui facilite un peu les mouvements? Parce qu'on sait très bien que dans cette zone-là, la partie septentrionale du Cameroun, frontalière avec le nord-est du Nigeria et le Tchad, était quand même devenue difficile à pratiquer avec la crue, n'est-ce pas, et la remontée des eaux, parce que c'est une zone quasiment plate et que les adverses là-bas rendaient un peu plus difficile, n'est-ce pas, les mouvements. Donc peut-être que la saison sèche qui arrive, certes, facilite la tâche et les mouvements de ces extrémistes. On a d'ailleurs vu le déploiement des kamikazes qui est revenu avec un peu plus de vigueur, mais de l'autre côté aussi, ça permet peut-être une meilleure visibilité. Ça donne une meilleure visibilité à cette force multinationale et ça lui permet certainement à cette force-là de se déployer avec beaucoup de points stratégiques. Et je pense que faire environ 100 djihadistes et libérer près de 900 personnes, il me semble que les chiffres sont éloquents. On n'avait pas eu pareil chiffre, surtout la libération de 900 personnes. Je pense que c'est un bon ton, non seulement pour le moral des troupes, mais pour les populations qui vont certainement retrouver des familles, des membres de famille de part et d'autre. Et ça participe même à redonner un peu plus de confiance, à ramener un peu plus d'assurance au sein de ces populations qui, il faut quand même le reconnaître, vivent avec une certaine psychose du fait de la multiplicité de ces attentats-là. Donc, on peut tirer un coup de chapeau à cette force multinationale. Maintenant, chaque fois qu'on passe devant une situation comme celle-là, où on peut se réjouir, ça appelle davantage à la vigilance. Voilà. Alors, Elie Smith, dans cette opération, on a quand même réussi à mettre la main sur un certain Aladi Ghana, qui serait le chef des opérations de Boko Haram dans cette partie du pays, avec quand même beaucoup d'argent sur lui, toujours encore de l'argent, des euros. Alors, c'est quand même un très grand exploit. Non, c'était un grand exploit. On a dit ici, je crois que, bon, on ne va pas être les gens qui portent la mauvaise nouvelle. Nous avions déjà annoncé ici que, par exemple, dans les guerres de positionnement entre le Boko Haram et les forces armées camerounaises ou les forces armées des autres pays, ils ne peuvent pas gagner. On a vu la réorganisation du côté nigérien avec des énormes pertes. Que c'est le changement de tactique de Boko Haram, on devait s'entendre. Ça, on avait déjà prédit ici. C'est déjà un grand coup. Et puis, l'arrestation de M. Aladi Ghana veut dire aussi que les renseignements entre les pays concernés fonctionnent, parce que du côté du Nigeria, il y a eu 2 ou 3 membres du Boko Haram qui ont été arrêtés, et ce Aladi Ghana figurait dans la liste que le Nigeria avait publiée dernièrement. Ce que nous voulons aussi, c'est que depuis que le Nigeria a dit qu'ils vont publier la liste des pays ou des gens qui financent ou qui aident Boko Haram, ils n'ont pas publié. Donc, déjà, c'est quelque chose oui, nous attendons ça parce que ça va quand même aider. Il faudra que, par exemple, le président nigérien fasse un peu comme Poutine. Il commence à nous donner les noms des gens qui sont en train de faciliter. Ça va aider à beaucoup de choses. Déjà, c'est quelque chose, c'est bon pour le moral des troupes. Mais il faudra qu'on essaie un peu d'améliorer notre système de renseignement. Et je crois, ça ne serait pas facile, mais j'ai foi que la partie du nord du Cameroun et le nord-est du Nigeria, le sud-est du Niger et le lac Tchad du côté tchadien va être apaisé, mais ce ne serait pas facile. Ça ne sera pas facile, mais déjà un espoir mettre l'article du nouveau ministre des gars présent la plus grande charge de la défense, Joseph Betty Assobo, ancien gouverneur de la région littorale, qui est quand même descendu sur le terrain pour galvaniser les troupes il y a moins de 2 semaines. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il a donné le levain qu'il fallait pour monter, faire gonfler le moral des troupes avant de permettre à ce qu'il y ait bien évidemment cette moisson abondante? On vous voit régionaliste, lui Roger, le gouverneur de la région, l'ancien gouverneur, j'allais dire, de la région du littoral à laquelle vous appartenez. D'accord, on peut le lui concéder. Et en prime, pour vous titiller un peu, c'est qu'on a vu un MINDEF par cravate nouée, en par-dessus, pratiquement en nombre de combats. Ces choses-là peuvent participer à montrer aux hommes de troupes que finalement on a quelqu'un qui se rapproche un peu des conditions et même de
de l'esprit, n'est-ce pas, des hommes qui sont sur le terrain de bataille. Bon, dès qu'on a fini de dire ça, on sait très bien que ce n'est pas une visite du MINDEF, fut-il encadré par les plus grandes conditions de sécurité qui vont faire le déploiement stratégique. Et puis après, cette force multinationale-là, il ne s'agit pas que du Cameroun. C'est vrai que c'est reparti en secteur. Le Cameroun a peut-être une responsabilité. Donc, c'est bien beau. C'est peut-être territoire camerounais, frontière avec le nord-est. Mais il faut qu'on se prive aussi d'avoir des relents triomphalistes qui pourraient de temps en temps faire croire que le travail n'est que fait par le Cameroun. Non, c'est une force multinationale. Et à ce titre-là, nous avons l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est la synergie de cette force-là dans son ensemble. Elie parlait tout à l'heure des renseignements qui fonctionnent pour arriver quand même à libérer 900 personnes et à faire près de 100 djihadistes. On peut s'imaginer que les combats ont été rudes. Et puis, d'un autre côté, si on arrive à sauver autant de personnes, autant de vies humaines, on peut s'imaginer que c'est un vaste camp de retranchement, certainement, qui a été attaqué avec une stratégie savamment huilée et certainement des forces en soutien et en renfort prêtes à réagir de part et d'autre. Donc, c'est un bon point. C'est vrai, le MINDEF peut trouver là son premier trophée de guerre. Et quand il est arrivé, il a successivement, lui aussi, encaissé les attentats kamikazes qu'on a vu de ce côté-là. On pouvait dire qu'il était dans une période noire et que peut-être ce premier trophée de guerre peut lui redonner aussi du sourire, tout comme aux soldats de ce côté-là. Mais c'est la force multinationale et on doit tirer un coup de chapeau à cette force en espérant que les taux va davantage se resserrer et que le renseignement, cette synergie, cette convergence qu'on a l'impression de voir, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de la collaboration des différents maillons de cette force-là, va continuer. Mais, vous savez, chaque fois qu'il y a ce genre d'avancer, chaque fois qu'il y a ce genre de conquête, c'est comme une éruption et il faut s'attendre aux secousses. Les secousses ici seraient bien évidemment les réactions de Boko Haram ou alors finalement ce qu'on peut appeler les gestes de survie, parce que ça peut aller dans tous les sens. Quand ils vont se sentir acculés, personne ne sera plus à l'abri et dans ces conditions-là, il faut s'attendre même au pire. C'est pour ça que les renseignements vont devoir fonctionner, c'est pour ça certainement qu'il va falloir être vigilant, une vigilance accrue, parce que certainement Boko Haram va chercher à démontrer que c'était peut-être une partie perdue, mais qu'il y a d'autres parties qu'il va falloir gagner. Voilà, près de 500 soldats donc déployés sur le terrain avec du moyen matériel assez conséquent pour traquer donc ces djihadistes de Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun et au nord-est du Nigeria. Alors nous allons parler également de ces attaques de Paris avec cette information rendue publique cet après-midi par Bernard Cazeneuve avec la fermeture de 3 mosquées, des mosquées dans lesquelles des armes ont été retrouvées, des documents qui sont compromettants. Alors c'est une très bonne mesure pour la France aujourd'hui, Elie Smith. Oui, c'est une très bonne mesure. La France, je crois que c'est quand Sarkozy est arrivé au pouvoir et en 2007 qu'il a demandé qu'on commence à réencadrer comment on appelle les muezzins, les imams. Parce que le problème est que la France s'est laissée pendant longtemps que l'islam français soit influencé par l'Afrique du Nord, en l'occurrence par le Maroc, l'Algérie, et puis du Moyen-Orient par le Qatar. C'est une bonne chose. Mais aussi, c'est une leçon pour nous au Cameroun, pour qu'on ait la capacité d'examiner, de contrôler nos mosquées, savoir qui sont les imams. Donc c'est une très bonne chose parce que nous savons tous. Mais de l'autre côté, il faudra que les documents compromettants qu'on les là-bas, qu'on les fasse aussi publics, pour qu'on sache les financiers. Si c'est le Qatar, il ne faut pas aujourd'hui que les Français, puisque le Qatar, c'est les grands bailleurs, ils donnent de l'argent, ils achètent tout. On les donne, ils corrompent même pour avoir la Coupe du Monde et tout. Il faudra qu'on ait la capacité aujourd'hui de dire la vérité pour qu'on sache qui sont des financiers de ces mosquées, qu'on a des droits fermer cette mosquée, c'est une bonne chose. Et aussi, c'est une bonne chose pour la communauté musulmane. Parce qu'il ne faudra pas que dans ce genre de mouvement, on essaie de faire des amalgames. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont des extrémistes ou des terroristes. Il y a des très bons ou qui se radicalisent. Il y a des très bons musulmans. Mais il faudra aussi de l'autre côté en France et la Belgique, la France qui est le plus grand exportateur de djihadistes européens dans le monde. On doit donc voir quelles sont les causes de ça. Merci Elie Smith pour ces clarifications. Alors si l'on voudrait revenir dans les chiffres rendus publics
par le ministre de l'Intérieur français. On parle de 2235 perquisitions depuis le 13 novembre, 263 interpellations qui ont débouché à 232 gardes à vue et 346 procédures judiciaires pour dire que les enquêtes se poursuivent, que la France est déterminée à traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous ces terroristes-là qui ont organisé ces attaques simultanées du 13 novembre dernier à Paris. Et ça semble évidemment de ces attaques de Paris, on attend également cette information capitale du Parlement britannique qui doit se prononcer si la Grande-Bretagne va accompagner la France dans son combat vis-à-vis de la Syrie. Patrick Issandou. Oui, vous savez, dans cette dynamique-là, c'est pratiquement toutes les nations occidentales qui entendent rejoindre de manière pratique et présente la coalition qui entend mettre à mal, n'est-ce pas, l'avancée ou alors les intentions de Daesh, du groupe État islamique. Donc, bon, on se plaignait que quelquefois chez nous, l'engagement des soldats ne fait pas l'objet de consultation. C'est ça la preuve. La Grande-Bretagne qui est foncièrement attachée au régime parlementaire, malgré la présence, n'est-ce pas, de la reine, la famille royale, c'est un régime parlementaire qui régit là-bas le fonctionnement de cette grande entité. Et donc, la Grande-Bretagne, par le biais de son ministre Cameron, entend recevoir l'aval, au cas échéant, du Parlement. C'est ce qui est attendu. Ça a souvent été le cas. Et vous vous souvenez bien que ça n'avait pas fait l'unanimité lorsque la Grande-Bretagne s'était engagée aux côtés des États-Unis d'Amérique sous George Bush pour aller en Irak. Cela a fait laisser beaucoup de séquelles de ce côté-là. Et donc, les débats sont houleux. Ils ont même été houleux. On a vu le Premier ministre Cameron aller s'expliquer, comme c'est souvent le cas, devant les lords. Hein. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Et c'est comme ça qu'ils s'appellent, pas qu'il faut les appeler. Donc, le Premier ministre est allé s'expliquer devant les lords, expliquer pourquoi il était important pour la Grande-Bretagne de rejoindre la coalition de manière présente à travers un déploiement de troupes, parce que c'est pour la Grande-Bretagne aussi un moyen de se préserver. Et il faut bien dire, Louis Roger, on a coutume de l'ignorer un peu, la Grande-Bretagne a pratiquement la plus grande communauté, n'est-ce pas, de musulmans en Europe. Elle accueille énormément. Parce qu'on parle souvent de la France avec sa laïcité, mais on oublie que la Grande-Bretagne est un foyer important. Et il y a d'ailleurs eu quelques tentatives d'attentats là-bas qu'on a déjouées, il faut le rappeler. Donc la menace aujourd'hui, elle est loin d'être seulement circonscrite dans le rayon de la présence ou bien dans la base de l'État islamique. Cette menace-là, avec ce qui s'est passé le 13 novembre en France, peut se déporter partout. Et il me semble donc que c'est sur cette fibre que le Premier ministre Cameron a demandé au Parlement d'accorder à la Grande-Bretagne, d'accorder à son gouvernement d'envoyer des troupes pour justement combattre aux côtés des autres alliés contre l'État islamique. Alors, Elie Smith, est-ce que ça sera... On attend bien évidemment ce hockey qui ne sera pas aussi gratuit, certainement. Oui, ça ne serait pas gratuit de voir d'abord les passes d'armes qu'il y a eu entre le Premier ministre et le chef de l'opposition, M. Jeremy Corbyn. Ça n'a pas été facile. Et aussi, le leader le chef de l'opposition a même demandé au Premier ministre britannique de demander pardon. Parce que le Premier ministre a voulu faire du chantage en disant que ceux qui ne vont pas voter sont ceux qui sont sympathisants du terrorisme. Je pense que la Grande-Bretagne et les Américains même aussi sont déjà un peu, ils ont trop guerroyé, ils sont fatigués. Donc les gens ne veulent pas qu'il y ait cette importation qui arrive. Vous savez, avant ce qui est arrivé en France, il y a eu un attentat brutal et violent en Grande-Bretagne en 2007 dans des bus. Des attentats simultanés avant ce qui s'est passé en France. Et ça a fait que le service de renseignement est allé au travail, a beaucoup fait, qui a empêché que depuis, on a déjoué beaucoup les attentats. Ce n'est pas encore au Lords, c'est encore dans la Chambre de communes, les Commons. C'est après ça qu'on va aller au Lords, qui est un peu l'équivalent chez nous du Sénat ici. Donc, ça ne serait pas facile, mais pour moi, les Occidentaux, il faut être honnête, le Daesh ou État islamique, c'est leur création. Il faudra maintenant vous créer, comme j'avais eu quelqu'un qui a dit ici, tu nourris un chien qui décide aussi de te mordre. Merci, monsieur, d'être venu ce soir. Le temps est parti
à ce programme est donc arrivé. Alors, Patrick Issa d'abord. Oui, il y a juste un détail qui est revenu de manière assez coïncidente avec cette histoire de la demande au Parlement. Et il y a aussi cette période d'attentat entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et on est en train de redécouvrir une affaire scabreuse qui implique maintenant le gouvernement anglais dans ces attentats commandés. Vous voyez, ça ressurgit au moment où le Premier ministre est justement en train de demander qu'on aille combattre contre l'État islamique et les supposés terroristes. Donc la Grande-Bretagne est justement dans cette dichotomie-là qui fait en sorte que le chef de l'opposition, et notamment l'opposition, estime que peut-être que ce n'est pas très opportun pour la Grande-Bretagne d'envoyer des troupes là-bas. Merci. C'est bien évident de ce terrorisme. Il faut également signaler que la Libye est en train de prendre des mesures pour que ces djihadistes-là ne trouvent pas ce pays, ne trouvent pas sanctuaire, donc que ça ne devienne pas un terreau propice à l'émergence du djihadisme. Et puis la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Niger, le Tchad, l'Union africaine et la Ligue arabe se concertent pour essayer de s'organiser pour faire face au terrorisme. C'est donc ici que nous mettons un terme définitivement à cette autre édition de la soirée d'information. Merci de l'avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.